Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel comportement adoptent les épargnants vis-à-vis de leur retraite? Après 4 années de baisse successive, la part des Français inquiets pour leur propre retraite progresse de 3 points en 2023. Ils sont désormais 61% à craindre pour leur pension. En pleine contestation de la réforme des retraites, nous allons tenter avec nos deux invités d'expliquer les stratégies parfois paradoxal des épargnants. Nicolas Villette nous accompagne, directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Anthony Kelsey, qu'on connaît bien, fondateur de Kelsey Patrimoine, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Nicolas Villette, est-ce que vous constatez donc depuis la présentation de la réforme, c'est ce que je disais, une montée d'inquiétude de la part des épargnants? En tout cas, il y a un contexte qui interroge. Il est encore trop tôt pour le dire, Ouais. La réforme n'est pas votée à ce stade, mais on voit une préoccupation qui grandit chez les Français. Je vous donne un exemple. On a observé que durant le mois de janvier, il y a eu 1 million de visiteurs uniques sur notre plateforme digitale, La Retraite en Clair, Mon Demain, parce que les gens s'interrogent, ils veulent prendre de l'information. Et sur les 1 million, il y en a 100 000 qui ont fait un parcours de simulation. Ça montre bien l'état de préoccupation des Français quant à la préparation de leur retraite. On est sur la phase de réflexion, d'interrogation, ou est-ce qu'ils changent même déjà à changer de comportement vis-à-vis de leur retraite, Anthony Kelsey? Quand on est en capacité de faire une simulation, c'est qu'on est déjà proche de la retraite. Donc c'est déjà bien de se dire si on est concerné ou pas par la réforme des retraites. Ici, ça va m'impacter moi-même. Et à ce moment-là, on peut ajuster la stratégie en fonction de ce qu'on obtient comme résultat. Est-ce que je dois plus épargner? Est-ce que je dois investir dans l'immobilier, dans des actions, dans des placements? Donc c'est bien cette interrogation. Et justement, le taux d'épargne a augmenté par rapport à 2019. Il avait très fortement augmenté en 2020 et 2021 avec le Covid, mais on est sur un niveau qui est plus élevé que 2019. Donc ça, c'est un peu notre retraite de capitalisation. Après, pour les plus jeunes, on se pose plus ces questions, on ne fait pas de simulation. On se dit tout de suite, on n'en aura pas. De toute façon, il y aura un salarié, un actif pour me payer ma retraite, alors qu'aujourd'hui, on est 1 sur 4 ou quelque chose comme ça. Donc on ne se pose même pas ça comme question. On se dit qu'on n'en aura pas. On va en parler quand même des jeunes tout de même. Nicolas Villette, quels sont habituellement les placements plébiscités par les Français en préparation de leur retraite? Alors, il n'y a pas une réponse unique pour préparer sa retraite. Il y a évidemment des produits spécifiques d'épargne retraite. La loi Pacte a instauré le PER, qu'il soit sous forme individuelle ou sous forme de PER d'entreprise. Au-delà de ça, il y a évidemment les enveloppes traditionnelles. Il y a l'acquisition de la résidence principale, puis tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Il y a l'assurance vie, qui est le produit couteau suisse de l'épargne en France. Il y a le PEA. Et donc, c'est ces enveloppes qui sont finalement assez complémentaires. Et c'est la démarche qu'on vise à mettre en œuvre d'accompagnement global des clients avec un conseil pour préparer sa retraite qui repose sur un certain nombre d'enveloppes et de produits sous-jacents. Pour rebondir sur le PER, lancé donc en 2019, il fonctionne? Oui, c'est sûr, c'est un succès incontestable. Un succès à la fois pour les produits individuels, je crois que c'est 2,8 millions de porteurs de produits PER individuels, certes alimentés pour une grande part par des transferts. Enfin, il y a une dynamique qui est là et qui va se poursuivre. Et puis une dynamique sur le collectif aussi, je crois qu'on est à 3,3 millions de contrats. Donc, c'est un vrai succès. Immobilier, c'est un peu à part, mais PER, assurance vie, quelle rémunération on peut attendre de ce type de placement? Alors évidemment, l'assurance vie et le PER, c'est un couteau suisse. On peut y mettre les supports que l'on souhaite. On peut y mettre du capital garanti qui va rapporter un taux sans risque autour de 2%, aujourd'hui. Et des actions qui peuvent aller jusqu'à plus de 8% de rentabilité. Donc ça dépend. Le PER est un succès, on va dire, incontestable, parce que le PERP était mal fait, avec cette histoire de sortie en rente obligatoire, en tout cas partielle. Sur le PER, on peut sortir en capital. Il a quand même un gros défaut, c'est une sortie en capital imposée. Et donc, certainement, les versements sont déductibles de votre impôt sur le revenu, mais les retraits au moment de la retraite sont de nouveau imposés. Donc,
s'il y avait une exonération au moment de la sortie, ça serait vraiment un carton plein et tout le monde se mettrait à capitaliser dessus. C'est pas encore le cas. La transition, c'est l'épargne salariale, où là, pour le coup, il y a une optimisation fiscale qui est énorme pour la retraite. Mais ma question derrière ça, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer des Français qui privilégient davantage, on les dit de plus en plus inquiets, qui privilégient davantage des placements plus risqués, mais plus rémunérateurs? Non, on n'en est pas là encore. Ouais, d'abord, il y a un mouvement qui me paraît incontestable. Depuis toute la réforme de la retraite, depuis 1993, on durcit les conditions d'obtention d'une pension obligatoire, une pension légale. Et dans le même temps, on a créé des produits plus attractifs, le PER, via la loi Pacte. Et donc ça, finalement, ça a donné un moyen complémentaire de préparer sa retraite. Ce qu'on voit, c'est que les Français adoptent cette démarche-là. La baisse du taux de remplacement a créé un espace, et via ces produits, on remplit cet espace. Donc il y a un vrai mouvement d'adoption. Après, au sein de ces produits, en effet, ce sont des enveloppes, et il y a plusieurs supports qui peuvent être mis en place. Qui dit horizon retraite, dit horizon long terme. Donc c'est par définition un horizon qui permet de prendre plus de risques, avec des mécanismes qu'on peut imaginer de désensibilisation au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la retraite. Mais oui, c'est une enveloppe qui permet de prendre du risque à horizon lointain. Donc c'est du non-coté, c'est un certain nombre d'actifs qui sont par nature moins liquides, plus risqués que la duration moyenne des contrats à retraite permettent de souscrire. En revanche, ce n'est pas une réponse unique. Oui. Anthony Calci parlait des jeunes tout à l'heure. Quel est l'âge moyen où l'épargnant commence à penser à sa retraite et à épargner pour sa retraite? Alors, généralement, on dit que c'est après 50 ans qu'on commence à y réfléchir. Mais cette réponse, c'est une réponse unique et je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse. Et on voit aujourd'hui, Anthony disait que les jeunes, aujourd'hui, ils pensent qu'ils n'auront pas de pension légale. Oui, ça veut dire qu'ils réfléchissent à comment se la constituer. Et on voit notamment, je porte une activité qui a une grande partie comme contrepartie des entreprises, on a un discours avec nos entreprises clientes pour accompagner, y compris les jeunes, dans la préparation de la retraite. Puisque vous êtes un jeune diplômé, vous rentrez dans une grande entreprise, vous bénéficiez d'un plan collectif, vous avez parfois 25 ans. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir tôt. Les outils digitaux qu'on met en place, ils ont vocation à accompagner ces épargnants sur tous leurs âges. Ce qui est important, c'est de commencer tôt pour que ça soit efficace, que l'effet capitalisation joue à plein. Important de commencer tôt, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je dois dire que quand j'ai commencé le métier il y a une grosse dizaine d'années, on faisait que du fonds en euros et de l'immobilier. Et aujourd'hui, les placements sont vraiment élaborés. Et les épargnants, les jeunes, ils savent ce que c'est un fonds action, ils savent ce que c'est un ETF, ils veulent investir dans les startups, ils veulent investir dans les cryptos, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on est jeune, on a plus tendance à prendre des risques? Je pense qu'on est plus au courant. On est plus au courant. On est plus informé. On est plus informé. On se projette plus sur le long terme. On n'a pas forcément envie de se reproduire la résidence principale comme papa ou la résidence secondaire comme papy. Mais plutôt d'investir dans le Bitcoin ou dans des grandes entreprises de croissance. Investir dans du Bitcoin pour sa retraite? Oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui. Vous confirmez? Oui, bien sûr. Si on a 30 ans devant soi, c'est excellent. Plus c'est volatile et plus il faut du long terme, évidemment. Alors là, désolé de parler de ça, mais parce que faut en prendre un tout petit peu. Mais en tout cas, les épargnants sont de plus en plus au courant qu'il se constitue un capital pour le futur, pas forcément la retraite, mais en tout cas le moment où ils vont arrêter de travailler, parce que beaucoup pensent arrêter de travailler plus tôt aussi, s'ils le peuvent. Il y a beaucoup de mouvements comme ça, l'indépendance financière. Les clients qu'on adresse sont souvent des clients fortunés, ils font leur cash-out, ils vendent leur entreprise, où ils reçoivent une importante succession. Comment je fais pour avoir des revenus complémentaires et peut-être arrêter de travailler? Voilà, ça c'est quand même un mouvement qui se fait par des actions dividendes, par des CPI, par plein de systèmes qui permettent de lever le pied avant d'attendre l'âge légal de la retraite. Nicolas Villette, les jeunes investissent un peu différemment, en effet, ça aussi c'est une tendance que vous confirmez? Oui, c'est une tendance que je confirme. Mais moi, je pense que la population, les épargnants, ils sont de plus en plus accompagnés. Est-ce qu'ils ont et on a un besoin très fort de pédagogie, d'accompagnement pour préparer son futur.
donc sa retraite, mais son futur, ses projets futurs. Anthony Calci disait que les jeunes étaient plus informés sur les produits disponibles. Quand je regarde dans les grosses masses en France, les produits d'épargne, pour le coup collective, c'est assez large. C'est un salarié sur deux du secteur privé. Donc c'est très large. Mais pour beaucoup d'entre eux, plus d'un tiers, c'est leur seul contrat d'épargne financière. Donc pour beaucoup, c'est en fait assez nouveau. Et donc ils ont besoin d'un accompagnement très important. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, via leur contrat individuel ou collectif, ils ont accès à des possibilités d'investir beaucoup plus larges, beaucoup plus diversifiées. Et c'est là où, en effet, il y a des choses intéressantes qu'on peut voir. Mais je pense que plus que jamais, il y a un besoin d'accompagnement, de pédagogie sur ces dispositifs qui restent complexes. Mais comment on fait plus de pédagogie ? Alors, on le fait par une notion de tiers de confiance. On le fait, Anthony et CGP, si j'ai bien compris. Donc, c'est un tiers de confiance. Par la banque, par l'employeur, par les différents sites et outils digitaux, par des partenariats. C'est un mouvement qui est très important sur notre secteur d'activité. C'est que les grands groupes ou les acteurs du secteur, ils passent des partenariats avec des fintech, avec des entreprises qui ont des services à valeur ajoutée, qui permettent justement de créer des parcours, des modules d'accompagnement, de conseils pour conseiller ces épargnants, jeunes ou moins jeunes, dans la préparation de leur futur. Anthony Calci, il nous reste 30 secondes. Je reviens à ma question du début. On sent qu'il se passe quelque chose en ce moment. Évidemment, on parle de cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut s'attendre à un véritable changement des Français, des épargnants aujourd'hui vis-à-vis de leur retraite en 2023 ? Oui, c'est quand même intéressant de mettre le débat quand même au centre de la France. Et donc, aujourd'hui, la discussion de comptoir, c'est finalement, on ne va pas avoir assez d'actifs. Mais finalement, du coup, tout le monde est au courant et tout le monde se pose des questions sur la retraite et ça va faire des changements. Tout d'un coup, je veux investir en immobilier, je veux investir en actions, il faut que j'épargne. Et on le voit déjà dans les chiffres sur le taux d'épargne qui est encore une fois supérieur à ce qu'on faisait avant. Une tendance qui s'inscrit donc. Oui. Merci beaucoup Nicolas Villette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Merci beaucoup Anthony Calci de nous avoir accompagnés, fondateur de Calci Patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.